Bonsoir à tous, cinquième épisode de 13 à table. Nouvelle semaine, donc nouvel épisode. Avec nous ce soir, Grégory. Grégory, bonsoir. Bonsoir à tous. Idriss est avec nous aussi ce soir. Idriss, bonsoir. Bonsoir ou bonjour en fonction. Notre invité est le meilleur marqueur d'essais d'Élite 2 pour le moment. 10 essais depuis le début de saison. Il joue à Toulon. Mathis Samaï. Mathis, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, un programme assez chargé encore ce soir. On va commencer avec l'Élite 1. Il y a eu que 2 matchs, mais on va quand même revenir dessus. On parlera de la Coupe de France d'Élite 2 ensuite. Il y a aussi eu que 2 matchs, plusieurs reports. Ensuite, on évoquera évidemment l'arrivée d'Anthony Gelling au Dragon. C'est pas encore officiel, mais mon petit doigt me dit que ça va arriver très très vite. Ensuite, on parlera avec Grégory des jeunes Français, les U16, qui ont joué contre l'Angleterre cette année. Où est-ce qu'ils vont jouer cette année, par exemple, à quel niveau. Idriss nous parlera aussi des jeunes NRL à suivre pour cette nouvelle saison. Et puis, on finira, comme d'habitude, avec l'interview de Mathis et la question à la con à la fin, évidemment. On est parti, l'Élite 1, donc 2 matchs au programme. Lézignan bat Carcassonne 29-22. Villeneuve bat Saint-Gaudens à Saint-Gaudens dans les dernières minutes 22-20. Greg, 2 premiers matchs, ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est 2 matchs accrochés. Les 2, tout simplement. Ouais, effectivement, 2 matchs accrochés, 2 scores serrés. J'ai été très étonné de Villeneuve, parce que je les voyais vraiment pas gagner, surtout à Saint-Gaudens. En plus, j'avais fait la présentation de Saint-Gaudens et j'avais dit qu'ils allaient être solides à domicile. Super. Ouais. Donc, non, mais c'est vrai, en plus, Villeneuve a aligné qu'une recrue, je crois, là, le Papou. Ouais. Et beaucoup de jeunes, donc c'est que il y a des jeunes et qui sont bons, donc c'est cool ça. Ouais. C'est cool. Et puis au niveau de Lézignan, moi je pense que Lézignan ça l'est rendu compliqué aussi avec le carton rouge. Sans carton rouge peut-être qu'il pouvait l'emporter plus largement, mais bon, Carcassonne n'a pas démérité, a fait son match et aurait pu l'emporter sur la fin aussi. Ouais. Idriss, ce qu'on a vu sur ces 2 matchs, notamment sur le match Lézignan-Carcassonne, Amin Miloudi qui avait joué à Palo l'année dernière, qui est parti en Angleterre, finalement qui est revenu. Ça va être quand même un joueur à suivre du côté de Lézignan et peut-être même de ce championnat de France. Oui, ça va être une des attractions de ce championnat, Miloudi, clairement. Je pense que son petit séjour en Angleterre, il lui a vraiment pas fait de mal. Ça pourra que l'aider à progresser et je pense que ça va vraiment être un des joueurs à surveiller cette année. Lézignan aussi, ça me paraît vraiment solide. À 12, pendant très longtemps, ils ont réussi quand même à tenir. Ça leur a un peu compliqué la tâche, comme il a dit Greg, mais ils ont gagné quand même. Moi, j'en fais les favoris, moi, clairement, du championnat cette année. Ouais. En plus, à noter quand même que Carcassonne marque 2 essais dans les 10 dernières minutes, que le score était plus lourd à 10 minutes de la fin. Donc, on l'a dit, grosse performance d'Amin Miloudi. Côté Villeneuve, on notera aussi la performance de Jason Goffin, tout jeune joueur qui a déjà marqué 2 essais pour la première journée. Voilà, mais bon. Greg, on a quand même hâte d'avoir une journée complète parce que c'est vrai qu'à 2 matchs, c'est un peu frustrant, quoi. Ben oui, forcément, là, ça nous fait un petit peu une journée très, très, très courte, quoi. On espère voir les autres équipes assez rapidement, quoi. Ouais, c'est ça. Mathis, toi, l'élite 1, pour l'instant, tu évolues avec Toulon en élite 2. Est-ce que l'élite 1, c'est un objectif pour toi à court ou moyen terme de jouer dans le championnat et de monter d'un niveau, quoi? Je pense que forcément, c'est un objectif pour tout le monde, pour chaque joueur français. Jouer au top en Élite 1, c'est beau. Après, voilà, c'est ma première saison en Élite 2. Je pense qu'il faut aller palier par palier. La saison, elle est longue. Aller doucement, mais bon, je pense que oui, c'est clairement un objectif de jouer en Élite 1. Ouais, et puis tu vas peut-être avoir l'occasion de croiser déjà des équipes d'élite 1 cette année en Coupe de France lors de derby. Ça pourrait déjà être un premier test par avoir un peu le niveau de ton équipe et ton niveau à toi par rapport à des joueurs de l'échelon supérieur, quoi. Ah ben oui, c'est sûr. Enfin, on est tombé contre Caumont. On va affronter le premier tour. Ouais. Mais oui, on a très envie de se mesurer à des équipes d'élite 1 pour voir le niveau. Il y a quand même aussi des joueurs assez jeunes. Enfin, par exemple, à Carcassonne, j'ai vu que l'équipe junior, elle avait été forfait. Ça veut dire qu'ils vont être renforcés aussi par des plus jeunes Carcassonne. Donc,
C'est sûr, Alors, on elle n'a les pas envie. été tout à fait forfait. Elle n'a pas été tout à fait forfait, mais elle va jouer au niveau en dessous, elle va jouer au niveau élite nationale. Et en fait, National. voilà, élite nationale, c'est en gros la deuxième division des juniors. Et ce que ça permet, et je remercie Colin Niez de me l'avoir dit, ça permet normalement de pouvoir jouer en fait en égalité numérique. C'est-à-dire que si une équipe est seulement à 11, ça se joue à 11 contre 11 au lieu de se jouer à 13. Alors qu'en junior élite, il n'y a pas cette possibilité-là. Voilà, je pense que pour l'élite 1, on a fait le tour. Donc là, il y a une deuxième journée ce week-end. On va pouvoir avoir normalement toutes les équipes à l'œuvre, on l'espère. Je sais pas ce qu'il en est Espérons-le, ouais. je sais pas ce qu'il en est par rapport aux Gilets jaunes. Mais en tout cas, on espère voir tout le monde le week-end prochain. On va passer au challenge Georges Hilaire. Avant de parler du match qui concerne plus Matisse, on va revenir sur l'escure à Bao. 40-16 pour Bao. Greg, Bao, ça Bao, c'est déroule. Bao. Ouais, ça déroule et ça enchaîne les victoires Ouais. en coupe comme en championnat, quoi. Après, le problème de la coupe, c'est que souvent les équipes font tourner. L'Escure de mémoire a fait tourner un petit peu aussi. Mais bon, Bao, même quand ça fait tourner, c'est fort parce qu'ils ont une bonne profondeur d'effectifs. Ils ont des jeunes qui sont très très bons. Donc, Bao a fait le boulot et ils seront très difficiles à battre sur ce challenge aussi, comme en championnat. Donc Bao au-dessus, clairement. Ouais. Et puis après, vas-y. Ouais. Non, j'allais parler de la belle perf de Toulon aussi, mais bon, ça on va l'évoquer peut-être plus tard. Vas-y, un petit mot dessus, un petit mot. Ouais, non, ils ont fait un bon match, ça leur fait du bien par rapport aux dernières défaites qu'il y a eu en championnat. Voilà, ils ont eu une mauvaise passe ils avaient bien commencé, ils ont eu pas mal de défaites, donc je pense que ça peut leur faire du bien aussi cette victoire en coupe. Ouais, Mathis, justement, alors bon, t'as pas pu prendre part au match à cause d'une petite blessure. Quels échos t'as eu de tes coéquipiers de cette victoire à Carpentras? Ouais, j'ai eu des échos comme quoi, bon, c'était un peu un match galère vu le temps. Voilà, ils ont eu la grosse pluie, la tempête et tout ça, donc c'était pas vraiment un temps pour idéaliser le beau jeu. Mais bon, on a su convertir et gagner. Voilà, ça nous fait surtout sortir de la spirale négative qu'on était dedans, quoi. Ouais. Et aussi, gagner Carpentras parce qu'ils étaient encore invaincus cette saison. Et il me semble que leur équipe, ils l'ont pas trop fait tourner. C'était une équipe qui joue avec un championnat aussi. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Il y avait peu de changements. C'est une belle victoire et Carpentras, comme on le disait tout à l'heure, le coach a été Jérôme et Alonso étaient remontés parce que vraiment mauvaise performance globale de son équipe et surtout il n'a pas vraiment aimé l'attitude de ses joueurs. Donc je pense que là, Carpentras d'ailleurs a un gros match ce week-end. Il se déplace chez le champion en titre en championnat, donc je pense que Jérôme et Gaël attendront une réaction de leurs joueurs. Donc voilà, il va y avoir 2 matchs qui vont être à rejouer pour ce challenge du coup de ce premier tour et ensuite on aura des quarts de finale directement parce que 4 équipes étaient déjà qualifiées directement. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour ce sujet-là, surtout que je pense que le sujet prochain va un peu passionner les foules. Anthony Gelling, c'est pas encore officiel, mais voilà, il vaudrait mieux qu'il signe. Ça l'est presque, clairement. Ouais, et puis il vaudrait mieux qu'il signe parce qu'il y a toute la presse anglaise qui nous a repris. Donc si jamais il signe pas, on va passer pour des cons. Mais bon. Je comprendrais pas non plus, parce que vu les circonstances. Ouais. Oui, à partir du moment où ils l'ont inscrit, ils l'ont déclaré à la Fédé que sa licence elle était en cours et qu'il fallait l'inscrire en tant qu'équipier premier. Honnêtement, je vois pas l'intérêt de faire ça, quoi, de l'inscrire pour le compter en tant que joueur, au final de pas le recruter. Je pense que c'est en bonne voie de ce côté-là. Ouais. Bon, Greg, Anthony Gelling, son arrivée, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en dis? Non, moi je pense que c'est un bon joueur. Après, initialement, on avait parlé de lui déjà il y a quelques mois, puisqu'il était proche déjà de s'engager. Déjà à l'époque, on disait que c'était une bonne pioche, puisqu'il connaît très bien la Super League. Il a été des années à Wigan. Il a remporté 2 champions avec Wigan. Il était reparti un petit peu en Australie pour des raisons personnelles, en Nouvelle-Zélande. Il a joué avec les Warriors un petit peu en NRL. Là. Puis là, c'était une bonne pioche, quoi. Il couvre un poste, il peut jouer centre, il peut jouer ailier, il couvre un poste qui fait un petit peu défaut aux Dragons.
Et puis, il avait finalement choisi Witness qui descend, coup du sort. On le récupérerait. Bon, moi, je trouve que c'est toujours une bonne pioche, même si initialement il nous avait pas, il avait pas choisi les Dragons. Après, je pense qu'il fait le bon choix de pas aller à Witness et de venir aux Dragons. Il aura une grosse équipe. C'est la Wigan Connection qui continue. Il a joué avec Tompkins, avec tous les anciens de Wigan, Hololing. Non. McIlroy, ouais, Hololing, il est toujours là-bas, on l'a pas signé. Toujours là-bas. Non, mais voilà, pour moi, c'est une bonne pioche. Ouais. Justement, Idriss, toi, sur l'aspect qu'il avait plutôt choisi dans un premier temps Witness, finalement, Witness descend, il va au Dragon. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Est-ce que ça te dérange que ce revirement un peu de situation? À moi, perso, absolument pas. Ça me dérange pas du tout. J'ai envie de dire business is business. Hein. Peut-être que Witness avait fait une meilleure offre à ce moment-là. Il a privilégié cet intérêt-là. Maintenant, Witness descend. Les Dragons en ont toujours besoin, donc il rebondit là-bas. Moi, ça me dérange absolument pas. Hein. C'est le professionnalisme, hein, j'ai envie de dire. Maintenant, je doute pas que même s'il avait choisi Witness à la base, il sera quand même professionnel au Dragon et il pourra vraiment apporter à cette équipe. Ouais. Ce qu'il faut quand même ajouter, c'est qu'à la base, on avait parlé d'un ailier, que bon, il peut jouer ailier, tu l'as dit Greg, mais c'est quand même plutôt un centre. Alors, est-ce que du coup, ça ne nous décalerait pas mid à l'aile pour faire jouer Gilling au centre? T'en penses quoi, Greg? Ouais, possible. Il avait évoqué déjà. À la base, il parlait d'un centre NRL, donc tout le monde commençait à dire mid va passer à l'aile. De toute façon, mid il joue, peu importe là où il joue, il est bon. Donc à voir à l'usage. Après, il peut jouer les deux, donc on verra. On verra sur place dès qu'il sera là. C'est ça. Après, oui, excuse-moi, Nico. Il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque où Mead était aux Titans, à Gold Coast, il a quitté le club parce qu'il voulait plus jouer ailier. Disons qu'ailier, c'était plus quelque chose qui l'intéressait, j'ai envie de dire. Il voulait se fixer à l'arrière ou se fixer à un autre poste. Là, il faut voir comment ça se passera par rapport à ses envies. Est-ce qu'il a envie de jouer ailier ou pas? Parce que s'il n'a pas envie, ça pourrait coincer. Ouais, c'est sûr. Il va falloir voir, et puis il va y avoir aussi beaucoup de concurrence. Donc Oui. voilà, voir est-ce qu'il joue tout le temps, est-ce qu'il va. Voilà, il va falloir qu'il se fonde dans le truc, donc à voir. J'allais lancer Mathis. Mathis, alors je ne sais pas si tu as un avis sur Anthony Gilling, mais plus globalement aussi sur les Dragons. Et ce que représentent les Dragons pour un jeune joueur comme toi, 20 ans. Donc j'imagine que forcément, c'est quelque chose qui te fait un peu rêver. Bon, déjà pour Gilling, je pense que c'est une bonne nouvelle, d'autant plus que s'il avait déjà trouvé un accord avec le club qui descendait, qu'il a du coup retrouvé l'accord avec les Dragons, c'est qu'il a envie d'évoluer au plus haut niveau. Et après, pour ma part, forcément, le Dragon catalan, c'est le seul club professionnel en France. Et j'avais déjà tenté de rejoindre l'équipe à l'époque de l'U19 Academy. J'avais passé des tests à Perpignan et bon, j'avais fait. Il y avait une première partie qui consistait sur un test de vitesse sur 10 mètres. Et bon, il me semble que j'avais fait le meilleur score parmi tous. Mais bon, après, il y avait des phases de jeu et tout ça. Et je crois que j'avais été à l'aile et bon, j'avais pas pu montrer toutes mes capacités et du coup, j'avais pas été retenu. Du coup, forcément, c'est un rêve, je pense, pour tout le monde. Ouais. Juste pour te corriger, je me permets, il y a 2 clubs professionnels en France quand même. Oui, Toulouse, Ouais, désolé. Je voudrais pas. Non, c'est vrai. Je voudrais pas que vous du Toulouse Olympique. Non, c'est vrai. Il y a 2 clubs maintenant professionnels en France. Et ouais, mais bon, c'est sûr que le Dragon catalan, ça doit faire rêver. On va suivre ça en tout cas de près. On espère une officialisation rapide. En tout cas, pour finir là-dessus, Greg, ça voudrait dire si Gilling signe, logiquement fin du mercato, et on voit en gros quel sera le squad, l'effectif pour l'année 2019. Quoi. Ouais, avec son arrivée, l'effectif sera complet. Je pense qu'il est assez épais pour affronter la saison. Voilà, si on reste sur la même dynamique, les joueurs, ils n'ont pas été trop blessés l'année dernière. Apparemment, le staff physique, etc., fait du bon boulot. Si on arrive à garder tout le monde en forme, ça va être pas mal. Ouais, une belle saison en perspective, mais on aura l'occasion de refaire un podcast début janvier, je pense, spécial Dragon. On essaiera d'avoir.
Et notre ami Scofield, il le sent aussi puisque il place les Dragons assez haut dans la Super League l'année prochaine. Ouais. Il les place troisième. Troisième, ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est c'est un peu la suite logique des choses, j'ai envie de dire quand même. Les Dragons cette année ont joué 3 mois. Pendant 3 mois, ils ont probablement été la meilleure équipe de l'hémisphère nord. Pendant à peu près 3 mois, ils ont gagné la Cup. Je crois que maintenant tout le monde les attend sur une saison complète de février à août février à octobre et pas seulement sur 3 mois et donc en Super League, quoi. Je pense que c'est la prochaine marche et que tout le monde va attendre les Dragons cette année. On va enchaîner, on va s'intéresser au U16. L'équipe de France U16 a joué 2 fois contre l'Angleterre avec succès cet été parce qu'ils les ont battus 2 fois. Exact. Alors voilà, je voulais un peu, Greg, que tu nous fasses un peu un état des lieux des joueurs de cette équipe de France U16 parce que on bat les Anglais, on bat les meilleurs Anglais et c'est vrai que c'est à noter parce que à part en U16, on les bat pas souvent. Donc voilà, nous faire un petit état des lieux un peu des joueurs. Etc. Oui, effectivement, ouais, puis c'est bien de parler d'eux parce qu'on a beaucoup parlé des U19 qui ont été championnes d'Europe. Bon, après c'est logique, c'est ce qu'on va voir assez rapidement en équipe de France. Mais là, les U16, il y a pas mal de bons joueurs qui pointent le bout de leur nez. Ils sont beaucoup au pôle de Carcassonne et au pôle de Salon en Provence. Et en fait, cette année, on bat les Anglais 2 fois. Donc, le premier test, on bat 24-20. Et le deuxième, on les bat 25-16. Donc, c'était au Barcarès, hein, chez nous, en France. Et il faut savoir que l'année dernière, on a perdu 2 fois contre eux. On a perdu 34-24 et 36-6. Là, c'était en Angleterre cette fois. Et il y avait déjà pas mal de joueurs qui évoluaient cette année en U19. Donc, voilà, il faut mettre à l'honneur cette année les vainqueurs. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs qui, du coup, on risque de voir en Elite 1 et Elite 2, puisque du coup, on n'a plus les U19 des Dragons catalans, donc c'est vrai que les objectifs de ces U16 peuvent changer, parce qu'avant, c'était, voilà, les U19 des Dragons, la Super League jouait contre les meilleurs Anglais. Bon, les Dragons ont fait le choix de supprimer cette catégorie et de privilégier, du coup, l'Elite 1. Donc pourquoi pas, c'est un championnat qui va être plus physique, qui va peut-être mieux préparer ces jeunes. Et on voit déjà dans les squads quelques-uns qui apparaissent. Je pense à Albi, où il y a 3 U16 qui ont vaincu les Anglais qui font partie du squad. Alors c'est Baptiste Fabre, qu'on avait interviewé, qui est présenté comme un futur grand demi, Lucas Gagnon, qui est ailier de mémoire, et Hugo Lescouzert, qui lui arrive de Villeneuve et qui a signé Albi. Donc je pense qu'Albi a senti le bon coup. Ils vont faire jouer, ils ont signé ces jeunes là, et ils se préparent une bonne petite équipe pour plus tard, parce qu'ils savent que du coup les U19 vont rester dans leur club d'origine. Donc c'est pas mal de préparer ça. Après, je pense aussi à Benjamin Laguerre, qu'on a interviewé il y a pas très longtemps, qui joue à Salon en Elite 2. Donc pareil, c'est un championnat qui est assez physique. Il a mis un triplé l'autre fois et il a été mis à l'honneur. C'est le frère du jeune des dragons catalans là, U19, qui va jouer avec Saint-Estèphe catalan. Donc une famille qui va jouer en Elite 1 et Elite 2 de frères, c'est sympa. Et puis après du côté, voilà, on en a du côté d'Avignon, il y a Baptiste Dubertrand, François Dorsant, qui peuvent avoir des opportunités cette saison. Pour Lucas Cuéllar, qui est à l'honneur à Lézignan, ça sera compliqué parce qu'il y a du lourd à Lézignan, mais il va s'entraîner avec eux, donc ça va lui faire une bonne marge de progression. Et puis du côté des Catalans, on en a 2, il y en a plusieurs, hein, mais il y en a 2, donc des noms un petit peu connus. Il y a Romain Kedimi, du 13 catalan, et Mathieu Drouard, voilà, sur une interview, il me semble que c'était l'ancien entraîneur des U19, Thierry Dumaine, qui nous avait dit du bien de lui. Donc bon, voilà, des joueurs à potentiel qui pointent le bout de leur nez en Elite 1, c'est intéressant, important, et je pense que c'est une marche qu'on va leur faire gravir pour aller voir plus haut après.
C'est ça. Et je pense que, outre Saint-Estèphe catalan, les Dragons catalans pourront après prendre les meilleurs jeunes qui auront évolué très tôt en Elite 1, qui seront peut-être physiquement plus prêts à faire le pas à la Super League. Et je pense que c'est une initiative intéressante. Voilà. Ouais. Et je rajouterais, c'est aussi, c'est aussi du boulot pour les prochaines Coupes du Monde et pour les prochaines équipes de France. Donc pour 2021, ils auront tout juste la vingtaine. Ça sera peut-être juste, sauf pour un ou deux très très forts qui pourront peut-être faire partie du squad. Mais c'est préparé déjà 2025 et la prochaine Coupe du Monde. Donc c'est tout bon pour l'équipe de France aussi, je pense. Ouais, c'est ça. Un mot, tu parlais de Benjamin Laguerre tout à l'heure. Oui. 17 ans. Toi, Mathis, t'es très jeune, tu as 20 ans déjà, tu es en élite 2. Benjamin qui a 17 ans. Alors, tu n'as pas joué contre lui parce que je crois qu'il n'a pas joué le match contre Toulon cette année. Mais 17 ans, il a marqué un triplé. Tu t'imagines, toi, 3 ans en arrière, déjà à ce niveau-là, déjà en élite 2, à évoluer face à des hommes? Déjà, je le connais. J'ai pas joué contre lui, mais j'ai joué avec lui. Ouais. Parce qu'ils viennent de Marseille, comme son frère. Et c'est un très bon joueur. Donc, on va dire, ça m'étonne pas trop de le voir jouer déjà en Elite 2. Et bon, c'est vrai que moi, 3 ans en arrière, je jouais déjà. Enfin, je faisais quelques matchs avec les seniors, mais de là, jouer en Elite 2, je connaissais pas trop le niveau encore. Et non, je pensais pas que c'était dans mes objectifs quand j'avais 17 ans. Ouais. Et Idriss, Greg le disait, on bat les Anglais à 16 ans. Après, ça se complique un peu. Justement, là, il va un peu. La prochain truc à trouver, c'est un peu comment arriver à les battre et à 16 ans toujours, mais aussi à les battre les meilleurs Anglais à 19 ans et puis se rapprocher au moins des Anglais chez les seniors, quoi. Après, je pense que ce qu'il a dit Greg, ça va dans le bon sens pour qu'on puisse espérer les battre. Faut pas les lancer, entre guillemets, dans le grand bain en étant jeune. La plupart des Anglais, des bons Anglais, on va dire, à 17-18 ans, les meilleurs d'entre eux sont déjà en Super League, comme par exemple Jack Walker. Ceux qui ont un niveau, on va dire, un petit peu moindre, ils n'hésitent pas à les prêter en Championship ou en League One, où tous les week-ends, ils jouent contre des hommes et où ils s'entraînent avec des hommes pour pouvoir progresser. Là, je pense que clairement, ce qui est fait, ça va dans le bon sens. Il faut essayer d'en intégrer le plus possible en Elite 2 ou en Elite 1. Ça ne sera pas néfaste à leur progression, bien au contraire. Ouais, c'est ça. En tout cas, on va les suivre. Et puis, du coup, logiquement, cette génération U16 sera, Greg, la prochaine génération U19 aussi. Il y en a pas mal qu'on va retrouver rapidement en U19, je pense. Ouais, certainement. Ouais. Puisque l'année dernière, par exemple, on avait les deuxièmes, on va dire les plus anciens en U16, on les a tous retrouvés en U19. Il y avait Hugo Salabio et d'autres qui ont joué cette année en Serbie. Donc oui, les plus anciens, dès l'année prochaine, vont intégrer le squad des U19 et du coup continuer la progression avec eux et Ouais. certainement rencontrer les Anglais. Ouais. Ça pourrait être intéressant de jouer contre les Anglais parce que cette année, pour la Coupe d'Europe, c'était pas les meilleurs Anglais qui étaient là. Ça Non. n'enlève rien à la performance de l'équipe de France, mais voilà, c'était pas les meilleurs Anglais, c'était pas les Anglais de l'académie qui étaient là, et c'était les amateurs, il me semble. Mais ils avaient joué contre les Anglais quelques mois auparavant, il me semble. Ouais, Alors j'ai plus le score en tête, je sais plus s'ils avaient gagné, mais ils les avaient affrontés. Ils les affrontent régulièrement de toute façon, et les affronteront toujours, parce que c'est la seule opposition crédible en jeune dans l'hémisphère nord, ouais, c'est ça. français et C'est anglais. important Voilà. À part quand les schoolboys australiens débarquent, ça nous fait des grosses rencontres. Là, ils ont été en Angleterre, ça leur a fait des grosses rencontres. Ah oui, c'était Ils ont vraiment gagné une à grosse 92-0 rencontre. hier. Avec un gros score. Et c'est pas fini, voilà. Et voilà, ils avaient fait une tournée en France et ça avait donné à des bons matchs. Hein. Ouais, c'est ça. Pour finir, Mathis, on parlait des U16, des U19. Il y a ton coéquipier Alexandre qui était pas loin de faire cet Euro. Qu'est-ce qu'il t'en a dit un peu parce qu'il a fait le stage avant avec l'équipe. Il a finalement pas été pris. Qu'est-ce qu'il t'en a dit un peu de cette expérience malgré tout? Je pense qu'il était quand même fier d'avoir participé au début de ce stage, même s'il n'a pas été jusqu'au bout, ça lui a fait quand même de l'expérience. Et même après, je l'ai retrouvé mieux quand il a fait ce stage et tout. Même cette année, il est plus sûr de Ouais, lui. Ouais, il est plus performant en match et
Donc ça a été que du bénéfice pour lui. Ouais, parce que si tu es le meilleur marqueur d'essais du championnat pour l'instant avec 10 essais, il me semble de mémoire qu'il en a 7 et qu'il en a aussi. Il a encore marqué aussi hier contre Carpentras en coupe. Ouais, en coupe. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, il a marqué en coupe et même mes essais, je lui en dois quelques-uns. Ouais, bon. Ah oui, c'est un plaisir de jouer avec lui. C'est sympa de lui rendre hommage. Allez, on va passer, on va rester sur les jeunes parce que Mathis était là. Alors, on a dit qu'on allait faire une émission un peu sur les jeunes, sauf que maintenant, on va parler des jeunes de NRL, Idriss. Tu nous en as sélectionné quelques-uns, je crois 5 en gros, que tu vas nous présenter. Ça va être 5 joueurs qu'on va devoir suivre cette année en NRL. Allez, je te laisse la parole. Dis-nous un peu ces jeunes talents qui sont-ils? Alors, donc, le premier, je pense, lui, ça va être la principale attraction. Le jeune à suivre cette saison, ça va être Jake Clifford. Donc, c'est un demi qui a 20 ans, qui est dans 98 et qui joue au North Queensland Cowboys. Alors, honnêtement, pour l'avoir vu jouer plusieurs fois, il a le total package. Il bute très bien le jeu, il est capable de prendre des initiatives tout seul. Bon, ça va pas être facile pour lui parce qu'il arrive derrière Thurston, mais clairement, je pense qu'il a le potentiel pour aller très très haut. Et il y aura donc ça, c'est pour le premier. Je pense que la deuxième attraction du côté des jeunes, s'il a sa chance, ça va être Kyle Flanagan, qui pareil, il est né en 98, qui joue lui au Cronulla Sharks. Alors lui, c'est un peu comme Clifford, il est demi, il bute très bien, il sait très bien organiser le jeu. Il a tout écrasé en catégorie de jeunes. Il est recordman d'ailleurs de points sur un match en U20. Il a marqué 32 points en un match, c'était la saison dernière. Cette année, il a confirmé en Interest Cup, où il a mené son club quasiment en finale. Ouais, il a mené son club en finale. Ils ont perdu face à la réserve des Bulldogs. Il a une vraie chance de passer titulaire aux Sharks, vu le départ de Holmes. S'il l'a, je pense qu'il pourra faire de bonnes choses aussi en NRL. Donc, il y a un autre joueur aussi à suivre qui est cette fois-ci plutôt en arrière. C'est Corey Allen, qui a donc 20 ans et qui vient de signer au Saucony Rabbitohs. Alors, Alan, il est rentré dans l'histoire parce qu'il a joué avec une sélection, donc avec le 13 du Premier ministre, avant de jouer un match en NRL. Pour montrer un peu le niveau du gamin. Donc, c'est un arrière qui est un excellent relanceur. En U20, il a marqué plusieurs essais de 100 mètres. Il est plutôt rapide et il a une vraie chance, honnêtement, de démarrer titulaire au Rabbitohs, surtout si Alex Johnston s'en va, ce qui est bien parti pour. Ensuite, un autre arrière à surveiller, ça va être Scott Drinkwater, qui lui a 21 ans, qui joue donc au Storm de Melbourne. Alors, donc, c'est le petit frère de quelqu'un qu'on connaît bien, hein, c'est le petit frère de Josh qui joue au Dragon. J'allais dire, ce nom me parle. Oui. Donc, il a été nommé arrière de l'année en Interest Super Premiership, donc ce qu'on appelait avant la Queensland Cup. Il a été titulaire au State of Origin des résidents, donc un State of Origin des joueurs d'Intrust Super Cup au Queensland et Nouvelle-Galles du Sud. Il a joué un match à NRL, le dernier match de la saison régulière, il a marqué un essai dès ses débuts. Il est rapide, il est capable aussi de s'impliquer dans le jeu. Il a une vraie chance, honnêtement, d'être titulaire lui aussi, vu que Slater est parti. Il y a une place qui s'est libérée à l'arrière. À voir, mais je pense que si on lui donne sa chance, il pourra faire de belles choses. Ouais. Et enfin, donc, le dernier joueur à suivre, ça va être Cotoni Staggs, qui, pareil, a 20 ans, il est né en 98. Il y a une grosse génération 98 qui arrive en Australie. Donc, lui, il joue au Brisbane Broncos. Il est plutôt centre ou seconde ligne. C'est un joueur qui est rapide, qui est puissant, qui est capable de casser des plaquages en avançant. Il a fait quelques feuilles de match cette année à NRL. Il en a fait 9 au total. Il sortait souvent du banc par rapport à sa polyvalence. Et il a marqué 2 essais, dont un dès son premier match face aux Roosters. À mon avis, je pense qu'il sera un régulier dans l'effectif des Broncos cette année et que s'il a du temps de très belles choses, il va être à surveiller comme tous les autres qui ont été cités précédemment. Ouais. Greg, dans les joueurs cités par Idriss, est-ce qu'il y en a un, toi, qui t'as envie de suivre, qui t'intéresse plus particulièrement? Alors, je l'ai jamais vu, hein. Je l'ai jamais vu, mais c'est vrai que l'histoire de Alan là, qui a débuté contre les Papous et qui avait pas encore joué en NRL, etc. Là, apparemment, enfin, j'ai vu les highlights là sur le match des Papous et je pense que lui, je vais le suivre. Il a l'air pas mal et j'espère qu'il va débuter rapidement lui en NRL. Ouais.
Mathis, tout à l'heure, on parlait d'Élite 1, on parlait de Dragon. On imagine que quand on a un jeune joueur aussi, la NRL, c'est forcément quelque chose qui fait rêver parce que c'est le meilleur championnat du monde, tout simplement. Ah ben, vu la génération 98, je pense qu'il manque que moi, hein. Je pense que ça va être à mon tour d'y aller, hein, pour Ouais. renforcer. Non, mais oui, forcément, on va dire quand on voit les matchs à la télé et quand on voit que là, il va y avoir des joueurs qui ont mon âge qui vont jouer dans ce championnat, on se dit, ben, c'est impressionnant, quoi. J'ai vu le match de Drinkwater quand il a joué avec les Storms. Et franchement, il m'a impressionné à l'arrière, en plus, qui n'est pas un poste facile. Il a su tenir la route. Donc, je suis pressé de voir comment ils vont évoluer ces jeunes cette année. Ok. Un mot à ajouter, Idriss, sur ces jeunes ou t'as fait le tour? Alors, vraiment ajouté, c'est par rapport à Kyle Flanagan. Donc, lui, c'est un petit peu compliqué pour lui parce que c'est quand même le fils du coach. C'est le fils de Shane Flanagan, l'entraîneur des Sharks. Donc, du coup, quand on est le fils d'un entraîneur et qu'on doit être là et qu'on n'a pas prouvé, on va dire, sous un autre entraîneur, être lancé par Allô? son père, c'est toujours un petit peu compliqué. Oui, Idriss? donc être lancé par son père, c'est toujours un peu compliqué. Maintenant, il faut voir, mais clairement, en termes de potentiel pur, pour l'avoir vu jouer plusieurs fois, s'il arrive à se faire sa place sur le terrain, ça sera pas uniquement grâce à son père, clairement. Après, maintenant, voilà, faut espérer qu'il puisse avoir sa chance et qu'il puisse tenir la route, mais il va être observé en tout cas. Mhm. Ok. Mm. Ok. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'il est l'heure d'en venir à Mathis et à l'interview. Est-ce que Mathis, t'es prêt? Ah, c'est parti. Allez. Bon, je pense que tu as écouté les autres émissions, donc tu sais par quoi ça commence. Est-ce que tu peux te présenter, toi, en quelques mots, qui tu es, ton parcours dans le rugby à 13? Alors, voilà, je suis Samaï Mathis, j'ai 20 ans. Je suis en école d'ingénieur en troisième année. Et voilà, je fais du rugby depuis tout petit. J'ai toujours fait du rugby à 13. Et voilà, j'ai Ouais. évolué à Marseille 13 à venir. Et depuis janvier, je joue à Toulon. Ok. Justement, cette année, avec Toulon, il y a eu un premier match, une première victoire, et derrière, la machine s'est un peu enrayée. Comment t'expliques un peu que ça se soit passé comme ça et que la machine ait eu du mal, que vous ayez eu du mal à confirmer en tout cas? Ah, c'est vrai qu'on n'a pas trop compris au début. Enfin, on va dire, on est allé gagner à l'Escure. On était heureux. On s'est dit, bon, ben, ça va être une bonne saison qui va se dérouler pour nous. Et bon, on s'est fait un peu rattraper. Mais à chaque fois, on perdait de pas beaucoup. Donc, ça se joue à rien. Et je pense que quand on va voir le déclic, je pense qu'on va pouvoir monter de niveau et regagner des places au classement. Ouais. Idriss, une petite question pour Mathis. Alors, Mathis, donc comme les frères à la guerre dont on a parlé tout à l'heure, et aussi accessoirement comme moi, tu as été formé à Marseille 13 Avenir. Donc, c'était pour savoir qu'est-ce qu'elle t'a apporté, donc cette formation au sein du club, et en quoi ça t'a aidé à avoir le parcours que tu as aujourd'hui. Ah ben, c'est là où j'ai tout découvert, hein. D'abord, j'étais en centre social et j'ai découvert avec des initiations au rugby à 13. Et ça m'a directement plu. Du coup, j'ai été amené à jouer là-bas. Bon, j'ai appris toutes les bases. J'ai connu mon entraîneur qui est aujourd'hui à Toulon, Chahiri Mouridi. C'est à lui avec qui j'ai pu me rapprocher pour évoluer à Toulon cette année. Et bon, ça m'a fait connaître mes premières sélections, mes premiers matchs, de très bons amis, des souvenirs, des finales. C'est Il y a beaucoup d'histoires avec ce club. Je confirme, oui. Greg, tu avais une question aussi pour Mathis. Ouais, j'avais une question parce que du coup, quand on parle Toulon, on parle surtout 15. Et du coup, j'aimerais savoir comment il vit au jour le jour quand sur Toulon, il dit qu'il joue au rugby, mais à 13 du coup. Est-ce qu'on les connaît un petit peu sur Toulon? Est-ce qu'ils ont leur place? Est-ce que c'est pas trop compliqué d'être à l'ombre des autres? Bah, il y a beaucoup de 15istes dans notre équipe. Donc, l'équipe junior, elle vient d'être créée l'année dernière. Donc, forcément, il y avait une base de 15istes. Et bah oui, c'est sûr, il faut qu'on se fasse notre place. Mais bon, on va dire on profite des mauvaises performances du club de 15 pour essayer de gagner un peu plus en popularité. Et bon, ça commence petit à petit. Ouais, vous avez du monde quand même au stade quand vous jouez à domicile? Ben, petit à petit, bon, ça dépend les matchs, Bien mais sûr. des fois,
y a du monde un peu qui vient voir, qui vient découvrir. Ok, c'est cool. Tu évolues à Toulon. L'année dernière, vous étiez encore au niveau en dessous. Alors, tu n'as pas fait toute la saison, tu n'as fait que quelques matchs l'année dernière. Malgré tout, la différence de niveau entre la division nationale et l'élite, il y a vraiment un monde entre les deux. Il y a une différence, mais bon, je dirais qu'il n'y a pas un monde non plus, parce que, par exemple, on a Pia qui était avec nous aussi l'année dernière. Bon, ils ont été champions, mais là, ils font un très bon début de saison. Ils sont devant, quoi, au classement. Il n'y a pas un monde, il y a une différence, c'est sûr, niveau physique, niveau accélération dans le jeu. Et voilà, les équipes, elles lâchent rien jusqu'au bout. Du coup, on sent cette différence. Mais voilà, on arrive à tenir tête. Ouais. Si on parle un peu plus de toi comme joueur, alors c'est toujours difficile de parler de soi, mais ça te fera un bon exercice. Si tu dois me donner aujourd'hui quelles sont, en tant que joueur, tes qualités, en tant qu'ailier, en tant que joueur, tes qualités à toi, et d'un autre côté, quels sont un peu tes points faibles, justement, qu'est-ce qu'il faut que tu travailles encore? Ah, bon, c'est sûr, c'est pas un exercice trop évident, mais bon, on va dire en qualité, je dirais que je suis un joueur assez rapide, qui a une bonne vision du jeu, qui arrive à anticiper certains mouvements. Et bon, je pense qu'il faut encore que je travaille au niveau de mon physique. Voilà, je pense que il faut essayer d'être un peu plus gaillard, voilà, pour tenir en élite 2. Ouais. Il te manque quelques kilos, quoi. Ouais, voilà, je dirais. Mais bon, ça va se prendre. Ouais. Je peux t'en donner si tu veux. Tu en as en trop? Ah oui. 10 essais malgré tout, j'imagine que t'es très satisfait de ton début de saison, même s'il y a eu les défaites. Si on parle de toi personnellement, tu es forcément satisfait. Ben, oui, je suis satisfait de mes performances parce que 10 essais, je m'attendais pas peut-être à mettre autant d'essais cette année, enfin sur ce début de saison. Mais bon, il y a comme un goût, on va dire, d'inachevé vu que je suis content parce que je marque des essais, mais bon, au final, la victoire, elle est pas au bout sur certains matchs. Du coup, je peux pas pleinement en profiter. Du coup, je pense que collectivement, faut on pousse encore, moi en premier et toute l'équipe ensemble. Mathis, l'autre chose dont je voulais te parler, c'était la spirale négative. Comment l'a vécu le groupe? Est-ce que vous avez continué à bien vivre ensemble ou il y a eu un peu des difficultés? On a continué. En fait, on se disait à chaque fois, vu que c'était de peu, on se disait, bon, le week-end prochain, ça va être le bon. On va réussir, on va travailler à l'entraînement. À chaque fois, on continue à travailler, ça nous échappait de peu. Du coup, il n'y a pas eu d'effet négatif sur nous. À part les défaites, on était toujours motivés pour bien travailler à l'entraînement, même si souvent on a été privé du terrain à cause du mauvais temps. Mais on travaillait dur, on se disait, on va le faire. Et bon, on l'a fait ce week-end et il faut qu'on continue comme ça. Ouais. Euh, Juste avant la question à la con, à ton avis, à quelle place va finir Toulon cette année en Élite 2? Ah ben, je pense on peut réussir à accrocher la sixième place. Je pense que vraiment qu'on peut le faire. Ouais, Je pense qu'on peut monter. Ça va être compliqué, ça va être sur toute la saison, mais moi je pense que quand on va avoir le déclic, on va, on va pouvoir monter. ouais. Bon, bon, on vous le souhaite en tout cas. C'est l'heure de la question à la con. Est-ce que t'es prêt? Ah, la classique. Ouais. Mathis, j'ai regardé les classements. Toulon est avant-dernier d'élite 2. Le Racing Club toulonnais est avant-dernier de top 14. Est-ce que vous faites un concours à Toulon pour savoir qui va finir classé en fin de saison? Ah non. Bon, après, moi, personnellement, je suis pas supporter du RCT. Moi, je suis plus pour Biarritz. Mais bon, je sais pas quoi dire, mais bon. On espère qu'on finira mieux que. Ouais, je vous le souhaite aussi parce que J'espère aussi. ils sont pas très bien partis cette année et comme tu l'as dit, c'est vrai que ça peut vous faire à Un vous coup de un peu pub. ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon bah c'est la fin, c'est l'heure de vous remercier tous. Merci Greg, merci Idriss. Merci, bonne soirée. Merci Nico. Merci à Merci Mathis, merci à tout le ouais, monde. Merci Mathis, ouais. merci Merci à vous. Mathis d'avoir été notre invité. On va continuer à te suivre toute cette saison. Il y a une nouvelle journée, qui arrive cette saison. Vous jouez qui ce week-end, Mathis? On affronte Villefranche Villefranche, chez ok. eux.
Ok, bon, bah, ça va être un gros match parce que Villefranche a besoin de gagner aussi. Donc, ça va être un gros match. Merci à tous. Continuez à nous lire sur 13 Mondial, à s'abonner à la chaîne. Suivez-nous. On vous remercie pour votre fidélité et on vous dit à très bientôt. Bonne soirée. Ciao. Bonne Bye. soirée. Ciao, Au revoir. bonne soirée. Ciao.